Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Carter et Piston numéro 15. Alors pour cette émission, nous allons parler Yamaha, mais pas que. Voici le sommaire. Elle est enfin là, la tant attendue Yamaha 700 Ténéré. Sous cette légendaire appellation, Yamaha nous revient avec une moto taillée pour l'aventure. Dans ce segment, la concurrence est rude, puisque KTM sera au même moment, c'est KTM Adventure 790 et 790R. Un beau match en perspective. Je vous propose de l'exclusif, du sur-mesure, avec un essai et une visite de la mythique marque Brooks Superior, ou quand l'art devient mécanique. Nous ferons aussi connaissance de Michel Gillis qui a pris possession de son casque laser qu'il a gagné le mois dernier. Mais avant, un peu d'actu. Les 24 heures de Spa. Alors ça, c'est une nouvelle. Le championnat du monde d'endurance FIM ou WC fera étape en Belgique avec l'inscription d'une course de 24 heures sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Alors Cocorico, c'est une épreuve de niveau mondial qui est prévue pour le mois de juin 2022. Alors cette épreuve était renommée évidemment dans le calendrier mondial de l'époque entre 1973 et 2003 sous le nom des 24 heures de Liège. Cette épreuve légendaire va enrichir le championnat du monde FIM EWC à partir de juin 2022. Les 24 heures de Spa Moto seront sans doute une course très exigeante mais aussi très excitante puisqu'en fait le format sera un peu inédit. On donnera le départ au coucher du soleil le vendredi à 22 h pour une arrivée 24 heures plus tard, donc le samedi soir. La journée de dimanche sera entièrement destinée au public et aux fans. Les grandes marques du championnat pourront en effet inviter jusqu'à 10 000 passionnés pour faire quelques tours du circuit des Spas en toute sécurité avec leur propre moto. On prévoit déjà vraiment une très très belle fête. Alors, si vous allez vous balader en France et que vous allez du côté de l'Essonne, gaffe, parce que maintenant, les drones verbalisent. En effet, dans une zone située sur la A126, les drones ont fait leur apparition pour pouvoir observer et verbaliser, pas en direct, puisqu'en fait, ils font un relais vers un comité d'accueil qui se trouve un peu plus loin, et ça permet en fait de voir tous les motards qui franchissent les lignes blanches et qui font des excès de comportement. Donc voilà, d'abord il y avait eu les flashs, et puis les jumelles, et puis maintenant, il va falloir faire gaffe aux drones. Alors, Triumph ne finit pas de nous étonner. D'abord, Triumph revient avec la mythique Rocket 3. C'est une sorte de renaissance de cette moto mythique, puisqu'en fait, d'abord, l'usine de Hinckley a fait une série TFC en quantité contrôlée pour mettre l'eau à la bouche, et je crois qu'en fait c'est réussi. Cette série limitée de 750 exemplaires est d'une finition et d'une beauté à couper le souffle, et on va évidemment préfigurer l'arrivée de la nouvelle Rocket 3 cylindres. Donc on va se retrouver sur du 3 cylindres, sur du 2500 cm3, 170 chevaux, un couple de camions. Donc la Rocket 3 est affichée au prix de 17 990 €, bien que la TFC, la sublimissime TFC, elle est au tarif un peu moins sage de 29 500 €. Un nouvel ouvrage sur Harley-Davidson. Plus vous allez me dire, pas tout à fait. Alors ceci est Harley-Davidson, le musée de la légende, avec une approche un peu différente, avec comme point de départ le musée de Milwaukee. Alors son auteur, Iron Frank, nous propose une approche en partant des différents objets présents dans le musée du constructeur. Il raconte l'histoire du fabricant américain avec des anecdotes, des faits et des récits souvent inédits. Alors voilà une petite idée cadeau pour votre homme ou votre femme. Bouquin de 224 pages, une très belle finition, 49 € aux éditions et.fr. Dans une récente publication, Ichiro Yoda, ingénieur en chef de Kawasaki KRT, a admis que Kawasaki envisageait la possibilité de construire une série limitée de la ZX-10 RR, considérée comme l'anti-Ducati Panigale V4R. Kawasaki rejoindrait ainsi dans l'idée de créer une machine d'exception conçue pour concurrencer l'italienne et dont le prix ne dépasserait pas 40 000 €. Royal Enfield Bullet 500 Trial Works Replica, en voilà une appellation. Eh bien, Royal Enfield présente la nouvelle Bullet 500 Trial Works Replica, une édition limitée de la Bullet qui est un hommage
à la moto d'usine de Johnny Britain. Il a participé à de nombreuses courses en Royal Enfield jusqu'en 1957, a remporté plus de 50 victoires dans les Six Days, le Scott Trial et d'autres championnats. Alors cette Bullet Trial est en fait un monocylindre, le monocylindre 499 cm3, qui continue à développer ses 27 fougueux chevaux. Elle est entièrement équipée comme la moto de l'époque et sera disponible en 2 variantes de couleur vert et rouge. Et le lancement de cette moto unique se fera par une présentation exclusive lors des Wheels and Wave à Biarritz du 12 au 16 juin, mais également au Festival Café Racer de Montlhéry les 22 et 23 juin, où j'aurai la chance d'y être. La livraison de cette moto limitée aura lieu en septembre. Le prix annoncé est le prix de 6 099 €. Donc voilà, avis aux amateurs, très très belle moto que je me réjouis d'aller essayer. Et puis voilà, petit retour aux sources et vous savez que j'aime ça. Cyril Maquet, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Seraing, en région liégeoise, dans une concession Yamaha. Oui. Alors c'est une excellente nouvelle pour en fait les fans de la marque de la région liégeoise. Ils ont enfin une adresse pour acheter et faire entretenir leur moto. Bien sûr, donc ça fait déjà quelques années que je suis installé, mais bon, pas encore connu de tous, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà. Quel est ton parcours? Tu es motard en fait, parce que tu as ici une double activité. Tu as une concession Yamaha et aussi un commerce de pneus, qui soit moto et auto, principalement auto. Mais tu es un motard? Alors, je suis un motard sur piste fermée, on va dire ça ainsi. Parce que moi, la route, c'est pas trop mon truc, il y a trop de véhicules, mais sur piste, ça me plaît. Alors, c'est quoi ton parcours? Alors, j'ai fait du motocross. D'accord. Donc, moi, c'est du tout-terrain. La route, c'est pas mon dada à la base. J'ai appris à le connaître et maintenant, ça commence à me plaire de plus en plus. Donc, et quand tu dis que tu as fait du motocross, quoi, avec des copains comme ça, ou bien tu l'as fait un peu plus sérieusement? Ça a démarré tout doucement avec dans le jardin. Oui, et comme, puis, comme tout le monde. Hein, et puis j'ai terminé en compétition, j'ai roulé FMB, j'ai été vice-champion de Belgique en nationaux il y a quelques années, championnat d'Europe pour connaître quelque chose et aussi un peu le championnat du monde MX3 qui m'a permis à marquer quelques points et découvrir ce qui était vraiment le professionnel pour un pilote de motocross. Et puis tu as arrêté? J'ai arrêté, c'était très coûteux. Et je ne pouvais pas demander autant à mes parents pour m'accompagner à cela. Donc j'ai décidé de prendre le chemin du travail, ce qui m'amène ici. D'accord. Alors bon, en fait, tu es devenu, et ce n'est pas du tout une critique, mais tu es un peu devenu concessionnaire moto par hasard. Par hasard, tout à fait. Ce bâtiment m'était disponible. Je me suis dit, bon, allez, on va le prendre. Mais avec une superficie pareille, il fallait le remplir. Donc j'ai téléphoné à Yamaha, ils m'ont fait confiance, que les autres marques n'ont pas fait. Et on est arrivé à ceci. C'est quand même impressionnant parce que, en fait, ceci est une ancienne concession automobile, si mes souvenirs sont bons. C'était une Nissan qui était ici, pour ne pas les citer. Et là maintenant, c'est une excellente chose parce que sinon il fallait faire pas mal de kilomètres pour s'acheter une Yamaha ou la faire entretenir. Tu es dans un endroit qui est déjà spacieux et lumineux, mais je crois que tu as d'autres projets. Tout à fait. Donc, fin de cette année, on reconstruit un tout nouveau bâtiment qui sera dans le zoning de la Bovry exactement, avec tous les concessionnaires voitures. Donc, pour ceux qui connaissent, et pour situer d'une manière un peu plus visuelle, ça ne sera pas très loin de la concession BMW Moto d'Elbec. Tout à fait, à 2 minutes à pied, on va dire ça ici. Donc, en fait, vous serez dans un environnement qui est moto, parce que bon, on a une grosse concession moto qui ne sera pas loin, et évidemment il y a pas mal de concessions voitures, donc pour toi c'était vraiment une place idéale, c'est la place rêvée pour venir t'installer. Au départ, je ne la voyais pas ici, mais tout à fait. Maintenant, c'est la place rêvée, donc je me réjouis déjà d'être en 2020 pour pouvoir travailler aisément. Alors bon, maintenant tu as 2 années d'expérience, je crois, en tant que concessionnaire Yamaha. Quel est le segment de moto qui marche le mieux? La MT. Et alors la Sport Touring, donc tout ce qui est tresseur. Alors quand tu dis MT, c'est de la 0,7 à la 10? De la 0,7 à la 9. La 10, c'est pas pour tout le monde. Oui, on est bien d'accord. Pour rappel, la 10 c'est un peu la version civilisée de la R1, donc c'est une moto très très sportive, très très puissante, et dont le pilotage n'est pas à la portée de tout le monde, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc il faut une certaine expérience. Maintenant, après, bon, MT7, MT9, super, bon véhicule d'ailleurs.
que ce soit pour apprendre ou avoir... Oui, tout à fait. Alors tu me dis la gamme Tracer, donc qui est le plus destinée au voyage, c'est ça? Voilà, donc on va partir de la Tracer 700, 900, ça se vend très bien aussi. La Ténéré a un peu de mal, mais ça commence. Disons que la Ténéré, par rapport à la concurrence, elle commence à vieillir un peu. Voilà. Mais bon, je suppose que YAM va bientôt remédier à la chose parce que ça fait un moment qu'elle n'a plus été renouvelée, ni même un peu reliftée. Donc cette moto a vieilli un petit peu par rapport à la concurrence. Il y a un ovni total dans la marque, dans Yamaha, c'est la Niken. Alors, quel est l'accueil du public avec cette moto? Alors, c'est un ovni. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est Berck, pas bon, 3 roues, affreux. C'est tous les commentaires. Et dès qu'ils l'ont essayé, c'est fini. C'est magnifique, super moto. Donc, il faut l'essayer. Exactement. On le dit et on le redit, la Niken est quelque chose à part dans le marché de la moto, mais allez essayer, ne fût-ce que pour votre culture générale de motard, il faut avoir roulé là-dessus un jour. On a parlé brièvement de la R1. Je vois que dans ton showroom, il n'y en a pas. Non. Alors en fait, je crois que tu vas être d'accord avec moi pour dire que le phénomène du super sport est devenu en fait une sorte de vitrine, que ces motos sont totalement inexploitables. Elles sont inexploitables sur route. Ça ne sert à rien de se balader avec autant de puissance. De un, pour son permis de conduire, oui, premièrement. Et deuxièmement, pour sa vie aussi. Ouais, je crois. Et que peut-être les constructeurs pourraient penser à en fait vendre ces motos qui ne seraient même plus homologables sur la route, ce qui permettrait d'en descendre le prix à mon avis, ça c'est une chose. Ouais. Et ensuite de se dire aussi on ne sera pas tenté en fait de mettre ces véhicules sur la route. C'est une idée peut-être à creuser. Un gros frein aussi, c'est la taxe à l'immatriculation, évidemment. Oui, tout à fait. On est dans les 3 000 € pour immatriculer ce véhicule, donc c'est pas rien du tout. Ça calme. Ça calme directement, mais bon voilà, avec la puissance qu'il y a là-dedans aussi, ça peut le faire. Hein. Ouais. Donc oui, c'est vrai que ce serait pas plus mal que ça reste que sur piste, ce genre de moto. Ouais. J'ai une petite question de culture générale pour toi. Est-ce que tu connais la marque Brooks Superior? Pas encore. Non? Eh bien écoute, je te propose de découvrir cette marque. C'est une marque légendaire qui n'a été produite que de 1919 à 1940, donc vraiment à l'avant-guerre, avec des motos exceptionnelles en termes de qualité et de technologie de l'époque. C'était les Rolls-Royce de l'époque. Et d'ailleurs, Rolls-Royce avait accepté le terme dans la communication de chez Brooks Superior. Eh bien écoute, je te propose de découvrir une exclusivité Carter et Piston. J'ai eu la chance d'être un des rares journalistes à pouvoir aller visiter et essayer ces motos de légende. Donc je t'emmène avec nos téléspectateurs à Toulouse et on va visiter et essayer ces motos de légende. Créer une machine d'exception, une moto proche de la perfection, seuls quelques constructeurs en sont capables. Des légendes telles Harley Ness, Roland Sant et évidemment Fred Krueger réalisent cet exercice à la perfection. Produire de telles machines en série est une tâche encore plus périlleuse. Entre 1919 et 1940, Brooks Superior a produit des motos qui avaient la réputation d'être les Rolls-Royce des 2 roues de l'époque. Elles étaient minutieusement testées avant d'être livrées à leurs propriétaires et adaptées au gabarit du pilote. De nombreux records de vitesse furent établis. Des modèles aux performances et à la finition au-dessus du lot. Le principal modèle de la marque était la SS100 avec son moteur Jap de 998 cm3 qui pouvait atteindre les 160 km/h. Mise en avant par le légendaire Thomas Edward, alias Laurence d'Arabie, qui en posséda 7 et qui se tua malheureusement au guidon de l'une d'elles le 13 mai 1935. Il participa activement au développement de ces motos en parcourant plus de 300 000 km à leur guidon. Ces motos présentaient les meilleures avancées technologiques de l'époque. Malgré un dernier modèle dans les cartons, la marque ne résista pas à l'après-guerre et disparut des catalogues. Sur les 2000 machines produites, il en resterait environ encore 1000, dont les cotes lors des ventes aux enchères atteignent des sommets vertigineux. Il fallut attendre 2008 pour que cette marque soit rachetée par l'anglais Mark Upham, qui confia le projet de la renaissance à l'entreprise Boxer Design de Thierry Henriette à Toulouse. Depuis novembre 2018, la célèbre marque anglaise est désormais 100% française, puisque Thierry Henriette en est devenu l'unique propriétaire. Ces motos d'exception sont construites à la main à Toulouse, même le moteur. Chaque pièce est signée par l'ouvrier qui l'a usinée et montée. C'est une véritable œuvre d'art.
Les clients du monde entier se bousculent pour s'offrir un exemplaire de ces motos mythiques. Une fois la commande passée, il faudra patienter plusieurs mois pour recevoir le bijou d'une valeur moyenne supérieure à 60 000 € quand même. Albert Castaigne, bonjour. Bonjour. Tu me fais le plaisir de m'accueillir pour une visite d'atelier, on va appeler ça comme ça. Pour la petite histoire, la Rolls-Royce de la moto, c'était un journaliste moto qui avait dit ça de la production de George Bros à l'époque avant-guerre. Et Rolls-Royce, à un moment, a écrit à Brou Supérieur en disant « Oui, quand même, on voudrait voir parce que normalement, vous n'avez pas utilisé cette formule. » Et la formule n'était que reprise par les journalistes, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque bien sûr, nous, on se garde de le dire. Et en fait, Rolls-Royce est venu visiter Brou Supérieur. Les ateliers étaient très bien tenus, les ouvriers travaillaient en gants blancs sur les motos, etc. Et donc, Rolls-Royce ne faisant pas de moto, leur a dit « Ok, vous pouvez continuer à l'utiliser ». Et donc sur les plaquettes d'époque, d'avant-guerre, on voit marqué « The Rolls-Royce of Motorcycles » et c'est agréé par la marque. Avec l'autorisation Avec l'autorisation de la marque. Okay. Bon, bah écoute, tu vas aller me montrer tout ça? Oui, bien sûr. On y va? Allez, on fait faire nos fonderies en Espagne, à Barcelone, sur ces parties-là par exemple. Donc là, c'est des culasses brutes qu'on reçoit ici. On fait un premier contrôle de qualité. On fait un traitement de surface aéronautique, une sorte de peinture poudre aéro noire qui tient très bien à la température. Et après, on envoie ces culasses peintes en noir à l'usinage. Donc il y a les passes esthétiques qu'on voit à l'extérieur et tout ce qui est passe technique avec la pose des guides, des sièges, etc. Donc ça, cette partie-là d'usinage est faite à Clermont-Ferrand. Et après, on va sur ces bancs moteurs où on est capable de faire un moteur par jour par banc. Donc on a une capacité, je veux dire, en main-d'œuvre et en savoir-faire de jusqu'à 2 moteurs par jour. Et comme je vous disais, on a des très très belles pièces comme ça, parce que quand on regarde ici, vous voyez, il faut s'imaginer, là c'est pas le carter le plus imposant, mais déjà on part d'un brut comme ça, et on voit toutes les strates, parce qu'on est venu usiner dans la masse le carter d'alternateur, dans ce cas-là. Et quand vous regardez sur un embrayage, là, vous voyez encore plus, on part d'un cube d'aluminium qui est quand même très 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 imposant. Et on vient faire toutes ces passes. Et ça permet d'avoir des très belles pièces. Donc tout ça n'est même pas visible, hein, puisque c'est à l'intérieur de la machine. Et on a énormément de pièces usinées comme ça, qui sont dans la moto, où en général, on a plutôt des pièces d'injection ou de fonderie. On a des boîtes qui sont montées façon boîte de compète, on va dire en cassette. Donc c'est un assemblage complet comme ça. C'est des boîtes 6 vitesses. C'est un fournisseur qui est à Bologne et qui fait les engrenages pour Ferrari ou Ducati et qui peut faire des petits volumes qui nous intéressent avec la qualité nécessaire. En fait, la zone qui vient accoupler autour du vilebrequin le carter moteur est vraiment très très dimensionnée parce que ça a été déjà dimensionné au départ, notamment pour supporter la suralimentation. Et on a un deuxième truc assez spécifique. Si vous voyez la chambre dans laquelle tourne le vilebrequin, on voit que donc elle est fermée. Et ici, vous avez juste cette fenêtre, c'est le premier étage de la pompe à huile. On a développé une pompe à huile très très puissante qui vient mettre en dépression le volume sous les cylindres. Et en fait, sous les pistons, sur un twin, vous avez le volume qui change beaucoup. Et on n'imagine pas, parce qu'on l'a testé au banc, le gain qu'on a, en fait les pertes qu'on enlève, les pertes mécaniques qu'on enlève, en mettant en dépression le volume sous les cylindres. C'est vraiment très très notable. Donc des pistons forgés, avec du molycote sur les jupes. Ça c'est toujours en Italie, comme les bielles. Voilà, sur nos forges et nos plans. Donc le gros avantage d'avoir notre fabrication spécifique, de pouvoir être indépendant sur tous ces items-là, avec la qualité nécessaire. Aussi entaillé dans la masse. Alors ça, voilà, c'est pour la Pendine. Donc on voit ça c'est ce qui vient chercher la chape supérieure de l'amortisseur, c'est le renfort de cadre. Vous avez le bras oscillant, et donc toutes ces pièces de châssis sont taillées dans la masse sur la Pendine aussi. Et ça fait des pièces très structurelles qui sont légères et en plus d'être belles. Donc c'est bien optimisé. Et l'embrayage, on nous le dit toujours, c'est quand même très agréable. On dirait, les gens au départ pensent qu'il est mal purgé. En général, ce qu'on nous dit, c'est non mais il y a de l'air, genre non pas du tout. Vous allez voir, c'est très très doux. Après, il y a des réjouissances comme ça. Le compteur, par exemple,
Ça, c'était pour passer les normes de CEM, c'est-à-dire la compatibilité électromécanique, électromagnétique, et être capable d'avoir l'accuracy, donc la précision pour passer les normes, etc. On avait 2 ou 3 fournisseurs avec qui on n'arrivait pas à faire des choses. On a été obligé de développer notre électronique, notre casing, pour finaliser dans les temps les normes, parce qu'aussi on avait des exigences spécifiques. Et après, vous voyez, si je vous le montre comme ça, n'importe qui en Angleterre va croire que c'est un Smith 5 pouces. Et en fait, c'est dans ce volume-là et dans cette finesse, on a réussi à passer un compteur moderne qui, sur les Euro 4 et Cannes, est donc multiplexé, avec un certain niveau d'intelligence électronique. Et nous, on voulait quelque chose qui soit, quand il est éteint, alors ça c'est ceux de l'Anniversary, on verra en bas sur les C100, quand vous l'avez éteint comme ça, vous regardez vite, vous pensez que c'est un compteur rétro. Et après, il est backlighté full LED, etc. Quand c'est allumé, on voit tout de suite que c'est moderne. Mais c'est ce qui nous plaisait. On fait toujours look rétro, mais high-tech. Donc ça, c'est le modèle anniversaire qui a la particularité. Donc, bon, on a fait énormément de pièces spécifiques sur la moto. C'est une base châssis SS100, mais après, tout est spécifique dans le sens où on a fait par exemple une carrosserie usinée dans la masse, où on voit, ça c'est vraiment le côté très particulier du modèle, où on a ces passes d'usinage assez profondes et assez larges, qui renvoient la lumière d'une façon très spéciale. Voilà, et donc ça fait des pièces, parce que comme c'est des pièces en 3D, il faut se les imaginer, les brutes de quelles on part pour faire des pièces comme ça, c'est quand même très gros. Et donc on vient usiner ces pièces dans la masse, avec cette continuité de passe jusqu'à l'avant de la moto. Et on a fait aussi, donc les disques de frein sont spécifiques, les jantes, ça c'est un fournisseur en Italie qui fait des jantes pour la F1, qui nous usine dans la masse des jantes spécifiques, qu'on a toujours en 2 finitions, soit polies comme ça, soit ce qu'on appelle contrast cut, c'est-à-dire anodisé noir et avec du réusinage après par-dessus. C'est une œuvre d'art, toutes les pièces sont... Ah ben, tout est usiné dans la masse parce que voilà, on parlait même de la boucle arrière, vous avez les platines de repose-pied ici, les carters moteurs, on va les voir après en zone d'assemblage. Oui, même les poignées. Les poignées, tout l'environnement guidon. Ouais. Et voilà, puis après moi j'aime beaucoup ce côté art déco, c'est-à-dire on a fait des garde-boue enveloppants comme ça qui viennent fermer derrière et la queue d'hirondelle. Ça fait penser aux motos de course de Brooklands des années 30. Tout à fait. Et même d'ailleurs les 4 échappements comme ça qui sont en biseau. En fait ça se faisait à l'époque, d'avoir une sortie de culasse avec des échappements dédoublés. Thierry Henriette, bonjour. Bonjour. Quel bonheur, quelle réussite en fait, parce que c'est vraiment impressionnant. J'ai eu l'occasion de visiter tes ateliers, ton usine, la manière dont ces motos sont, on peut dire, fabriquées, parce qu'en fait de A à Z, on fait tout ici. Ben, on essaie en tout cas d'en faire le maximum pour pouvoir revendiquer une moto faite vraiment à la main, de façon artisanale. Donc effectivement, on fabrique les châssis en titane ici, on fabrique toute la carrosserie, on fait beaucoup de chaudronnerie. Donc on a essayé de remettre au goût du jour d'anciens métiers qui ont plus ou moins disparu dans le milieu de l'automobile ou de la moto, et de refabriquer des motos à l'ancienne, mais avec des technologies modernes, notamment au niveau du moteur, puisqu'on fabrique notre moteur sur place, c'est notre plus grande fierté. Oui, parce absolument. que le moteur, c'est quand même un gros morceau. Et grâce à cette petite équipe hyper motivée, effectivement, on va on commence donc par la partie châssis, on fabrique donc les garde-boue avant, arrière, les dosseraits, on intervient sur les réservoirs en soudure, on fait les échappements entièrement, on fait tout ce qui est sellerie, peinture, tout ce qui est traitement de surface en interne. Vous fabriquez une moto. Voilà. Et on a plein de petits ateliers étanches, les uns par rapport aux autres, et qui ont tous leur spécialité. Oui, tout à fait. Et qui permettent au finish d'assembler des motos complètes à l'unité et très personnalisées par rapport aux clients. C'est-à-dire que les clients suivent régulièrement l'assemblage de leur moto, on leur envoie des images, quand ils peuvent se déplacer, ils se déplacent. Et il n'est pas rare de voir des clients 3-4 fois pendant l'assemblage de leur moto. Ouais. Parce que c'est un processus assez long quand même. Donc, il est vrai que les motos représentent un certain prix, un certain investissement, mais quand on a la possibilité de venir voir la manière dont une Brook
naît, Ouais. eh bien en fait, on se dit que c'est tout à fait justifié. Et plus on regarde, plus on trouve cette petite pièce-ci, celle-là, celle-là, celle-là. Tout est du fait main, c'est poli à la main. Et donc ces motos sont vraiment, comme à l'époque, des Rolls-Royce. Voilà, on a essayé de marcher dans les traces de Georges Broff. Ouais. On a lu un peu toute sa biographie et il a toujours fabriqué autour de 100, 120 motos par an, à peu près, pendant toute sa carrière, à l'exception d'une période où il en a fabriqué plus et d'un coup, parce qu'il avait fait une moto qui était un peu plus accessible en termes de prix, la 1680. Et donc, bon, pour l'instant, nous on est au démarrage de la production, c'est la 3e année de production. Donc on y va progressivement. On veut surtout avoir des motos fiables, ce qui est le cas. On va avoir des motos performantes, ce qui est le cas au dire des essayeurs qui ont roulé avec la moto. Qu'ils soient anglais, français, enfin on a beaucoup de tests qui sont très très élogieux quant au comportement dynamique de la moto et de son moteur. Donc ça c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Et d'avoir une moto fiable aussi, c'était vraiment très important. Et puis vous avez gardé la philosophie aussi, parce qu'en fait, à l'origine, ces motos étaient en avance sur leur temps. Elles ont toujours essayé d'adopter les meilleures solutions technologiques de l'époque. Et vous n'avez pas refait une vieille moto. Vous avez continué la philosophie d'essayer de faire au mieux, avec la technologie actuelle maintenant, une moto qui correspondait quand même à l'esprit. Voilà, alors on ne peut pas aller se mettre sur le même pied d'égalité que les gros constructeurs, qu'ils soient Ducati ou BMW, enfin, ou des Japonais. Ça n'a pas d'intérêt. Ça, on n'aura jamais la capacité de le faire de toutes les façons. Nous, on est dans une micro-niche et on a adapté la technologie à cette micro-niche. On n'a pas été chercher des performances époustouflantes. Ça sert aujourd'hui à pas grand-chose, très honnêtement, quand on roule sur les réseaux routiers. Actuellement, ça n'a aucun sens d'avoir autant de puissance que ce qui est proposé aujourd'hui. Par contre, on a favorisé l'agrément de pilotage, le couple, donc un moteur très très plat, une moto très... Alors j'ai assez viril à piloter, donc ça, on revient vers les origines de ce qu'était la moto vraiment. Exactement. Ouais. Donc, qui offre beaucoup de sensations, mais à faible vitesse. Donc, ce qui est plus rassurant pour le pilote, pour son permis de conduire aussi. Voilà, ça permet de rouler moins vite et d'avoir beaucoup de sensations. D'accord. Donc, tout ça a été pensé et la moto a été définie dans cette direction-là, au niveau de le cahier des charges qui a été mûrement réfléchi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos clients, qui sont des clients plus ou moins fortunés, ils ne sont pas tous très très fortunés, parce qu'effectivement c'est un prix, comme vous le disiez tout à l'heure, mais qui est mérité, parce qu'il y a énormément de pièces qui coûtent très très cher, comme le cadre en titane, comme toutes les pièces, les carters moteurs extérieurs, alternateurs en embrayage en usine dans la masse. Il y a beaucoup de pièces d'usinage sur la moto. Et les freins 4 pistes à l'avant, voilà. Il y a de la haute techno un peu sur tout. Il y a de la solution technologique. Il y a du cuir, il y a de l'aluminium, la carrosserie est en alu, le fond de selle est en carbone. Bon, voilà. Ce qui fait que on a voulu vraiment ne rien négliger, tout peser et faire en sorte que notre moto soit la plus parfaite possible. Pour rester dans la tradition de Broff supérieur, ce qui était très compliqué quand on a relevé ce challenge-là. C'était pas évident d'être au niveau de ce que pouvaient attendre les clients de ce genre de machine. Et très honnêtement, l'ensemble de nos clients, on n'a jamais eu de discussion autour du prix. Ça n'a jamais été le sujet. C'était plutôt la technique et les vrais amateurs, en tout cas, ceux qui connaissent la technique. Ils réalisent le prix de la moto et c'est pas une question. À terme, on peut estimer une production annuelle de... Cette année, on va être entre 100 et 120 motos. D'accord. Et on verra l'année prochaine, c'est encore un peu tôt, mais bon, bien sûr qu'on veut progresser, mais en même temps, on ne veut pas sacrifier ni la qualité, ni nos clients, donc on préfère s'occuper bien de chacun de nos clients, plutôt que de monter en cadence. C'est pas la peine. Donc, et on peut dire que depuis le mois de décembre dernier, donc décembre 2018, cette mythique marque anglaise est devenue 100% française.
Alors, je dirais pas ça, parce que la marque, elle reste toujours anglaise, quoi. Je veux dire, elle appartient, elle reste dans le patrimoine anglais, historiquement. Elle est devenue notre propriété, donc ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus facile dans la classe moto, spécialisée, quoi, hein, donc classe 12. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est complètement indépendant, donc que ce soit les choix stratégiques ou les choix de design, on peut prendre toutes les décisions, ce qui change aussi la donne, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Par le passé, on travaillait donc avec l'ancien propriétaire de l'IP, ce qui concernait la moto, la classe 12, avec lequel on entretient de très bons rapports, et qui lui a tout ce qui est produits dérivés, et donc toutes les autres classes, hein, il continue avec les autres classes. Et on a donc la moto. Et puis après, je vais avoir la joie et la chance de pouvoir essayer une de ces merveilleuses machines. Ça nous intéresse, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Quand vous descendrez la moto, je serai là pour voir les premières impressions, premières sensations après roulage. Parfait, bon, on se revoit tout à l'heure. Ouais, ok. Merci. Là maintenant, il y a la cerise sur le gâteau. Oui, l'essai. L'essai. Bien sûr. Hein, donc je suis un privilégié parce que je vais avoir la chance de rouler sur ces motos extraordinaires. Et on va aller faire un petit tour. Tu vas me faire découvrir la région parce que j'ai peur de me perdre. D'accord, avec grand plaisir. Parce que tu vas voir, ça c'est très important. C'est le meilleur compliment qu'on ait eu, c'est quand on nous a dit que c'était une bonne moto. Parce qu'une belle moto, c'est subjectif et c'est le design. Mais une bonne moto, c'est beaucoup plus de choses pour arriver à ce résultat. Exactement. Et on nous l'a dit, donc on est content. Allez, on y va. Merci. Alors, cet essai s'est déroulé en 2 temps. J'ai tout d'abord pris le guidon de la dernière née, la Pendine, d'un style plus contemporain avec ses allures de scrambler. Elle met directement en confiance dès les premiers mètres. La moto fait preuve d'un bel équilibre. Quelques kilomètres pour trouver ses marques, mais toutes les commandes tombent naturellement sous les mains pour éprouver de suite la bonne santé de ce bicylindre qui émet une sonorité on ne peut plus jouissive. J'y vais quand même mollo, c'est pas le moment de faire une figure. Je suis Albert Castaigne, qui lui est au guidon d'une SS100 centième anniversaire. La Pendine est joueuse, elle accepte de rentrer sur les freins sans s'écarter de sa trajectoire. Ses suspensions sont un régal et maintiennent la moto sur sa trajectoire, même si le revêtement devient inégal. Le freinage est confié au manufacturier français Péringer, avec en fait 2 doubles disques de petit diamètre à l'avant. Ce système permet de garder un freinage très puissant, tout en laissant une jante bien dégarnie, en soignant ainsi ce look néo-rétro. Je savoure ces quelques kilomètres au guidon de cette machine d'exception, tout en me réjouissant déjà d'enfourcher la SS100. C'est bientôt chose faite, et là, changement de décor. On est plus sur les poignets, avec une position sur l'avant qui donne immédiatement envie d'essorer un peu la poignée. La moto est plus exigeante, mais aussi encore plus précise que la Pendine. La position de conduite n'appelle finalement à aucune critique et l'ensemble des commandes répondent au doigt et à l'œil. Nous n'avons pas mangé des kilomètres, il était juste question de se faire une idée, de voir si la qualité de fabrication et le soin apporté à ces motos se retrouvaient sur la route. Je peux vous dire que oui, ces machines sont exceptionnelles, autant par leurs matériaux, leurs lignes, mais aussi par leur qualité dynamique. Si Rolls-Royce avait donné à l'époque son aval pour associer leur nom au Brook, nul doute qu'aujourd'hui encore, on peut les affubler de ce qualificatif. Avant-guerre, ces motos n'étaient pas accessibles à tout le monde. C'est encore vrai aujourd'hui, avec des tarifs qui s'envolent à plus de 60 000 € et même 100 000 € pour la série spéciale 100e anniversaire. Si certains roulent avec ces merveilles, d'autres les gardent bien au chaud et les considèrent aussi comme un investissement. Avec une capacité de production maximale annoncée de 250 motos par an et un marché américain non encore ouvert, qui serait potentiellement de 350 motos par an, inutile de vous faire un dessin qu'acheter une Brook est certainement un meilleur placement que les misères que nous offrent les banques. Ah, si j'étais riche. Bon ben voilà des incroyables machines. On a déjà un peu évoqué la 700 Ténéré, qui est vraiment la nouveauté de l'année, la moto qu'on attend depuis, si mes souvenirs sont bons, je crois que ça fait 3 ans qu'on l'a vue à l'ECMA, et chaque année on se dit, ah elle va sortir, elle va sortir, elle va sortir. Enfin,
Elle est là. Alors, elle est dans un prix de lancement pour le moment à 9 299 €. Dis-moi si je me trompe. C'est juste. C'est juste jusqu'au 31 du 7, je crois. C'est bien ça. Donc après, elle sera à 9 799. D'accord. Ici, c'est un prix de lancement. Prix extra concurrentiel. Oui. Vraiment. Est-ce que tu as déjà des clients intéressés par cette moto? Donc, dès qu'elle est sortie à l'ECMA, le lendemain, j'avais déjà un client qui venait signer un bon de commande. Ah oui, l'année dernière donc. Tout à fait. Ah oui. Et ici, on continue à enchaîner les bons de commande. Donc, on en a déjà vendu 2 ou 3, si je ne me trompe, qui seront livrables à partir du mois de septembre. D'accord. Ah. Allô, Gérald? Ah oui, la 700 Ténéré, écoute, c'est incroyable, on en parlait justement. Et alors? Écoute, je crois que c'est un coup de maître, cette moto. Je n'ai jamais roulé sur une machine aussi évidente, aussi intuitive, aussi facile. Pourtant, quand tu la vois, c'est pas une petite moto, c'est étonnant. Non, c'est un vrai bonheur quand tu roules sur la route. Elle se balance avec une facilité. J'ai été impressionné par l'adhérence des pneus qui sont faits aussi pour aller en tout-terrain. Et puis en tout-terrain, waouh, surprenant, hein. Même avec des pneus comme ça, on a pu faire vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, tu vas me demander... Et par rapport au KTM 700 Adventure et Adventure R? Je m'en doutais. Par rapport à la KTM, celle-ci est beaucoup plus facile pour faire un demi-tour, plus facile pour rouler sur la route. Elle est plus intuitive, beaucoup plus facile dans tout. Et en tout-terrain aussi. Ouais, en tout-terrain aussi, elle est beaucoup plus facile. Alors, l'avantage de la KTM, ce sera d'avoir un moteur qui donne plus de niaque, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et puis, au niveau des suspensions, la KTM a quand même plus de débattement avec des suspensions plus importantes. Donc, si tu veux y aller beaucoup plus en force, avec des gros sauts, sauter ou franchir une marche, la KTM sera mieux. Mais pas pour faire demi-tour. Et puis, il y a le prix aussi. Ben oui, il y a quoi? Il y a 4 000 € d'écart. Et ça fait... Yamaha nous a fait patienter plus de 2 ans après la présentation du concept T7 pour enfin dévoiler la nouvelle Yamaha Ténéré, disponible maintenant en 3 versions. Cette moto de 689 cm3 est taillée pour l'aventure. Elle ne déborde pas d'électronique, pas d'antipatinage, pas de mode de conduite, un ABS déconnectable, et en fait une machine taillée pour la piste. La base moteur est le 689 cm3 de la MT-07, qui a été évidemment adaptée pour avoir des aptitudes tout-terrain et avoir de meilleures réponses à bas régime. C'est une moto qui est joueuse et une moto qui permet de s'amuser, de faire de longues lisses et de profiter en fait d'un centre de gravité idéalement placé pour pouvoir exploiter la moto. Taillée pour l'aventure, cette machine est la digne remplaçante de l'ex-660 Ténéré qui a en fait tenu le catalogue pendant près de 10 ans. Alors cette moto aussi peut être adaptée au voyage grâce aux nombreuses options, valises, sacs de sel, pour permettre en fait l'évasion la plus totale. Moto prête pour l'évasion, qui n'attend qu'une chose, c'est vous et votre décision de partir au grand large. L'ensemble des constructeurs ont réagi et pratiquement tout le monde s'engouffre dans cette brèche de la moyenne cylindrée, parce qu'en fait ces motos sont aussi agiles sur la route que sur les pistes, et ce sont des machines vraiment plaisir. Alors Yamaha arrive fort avec en fait une machine annoncée à 9 299 € jusqu'au 31 juillet, via son système de commande en ligne. La machine sera au prix normal de 9 799 €. Bon Denis, tu viens de passer 3 jours au guidon des deux 790, la normale et la R. Tu as participé à la Walloniac. Là, essentiellement off-road, pratiquement en fait en tout cas, avec la R. Alors bon, ton verdict, c'est quoi? Alors mon verdict, c'est vrai que j'ai commencé avec la normale le vendredi autour de chez moi avec de l'off-road light, je veux dire, parce que les suspensions en 200 mm. Et les pneus. Et les pneus, oui. Donc là, il fallait pas trop se mettre off-road. Et puis le samedi, j'ai pris la R pour aller à Hawaï, pour aller faire la Walloniac.
Et là, les conditions météo, c'était vraiment pas ça. Dantesque, pour un mois de mai, de la neige, ça les 50 premiers kilomètres sur la neige, ça a été rock'n'roll, quoi. Parce que même les pneus Karoo... limite. Oui, c'est vraiment limite, quoi. Une fois qu'on a un petit chemin en herbe avec un tout petit peu de neige mouillée dessus, là c'est fini, ça va pas, quoi. Ça pédale. Moi j'ai roulé avec les deux, je trouve que pour une 790, le moteur est assez impressionnant. Ah oui, ça c'est vrai que c'est vraiment, ça fait entre guillemets que 95 chevaux, mais c'est deux moteurs qui envoient vraiment tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. En fait, je trouve quand même que la R est un peu mieux dans tous les domaines. Sauf peut-être évidemment celui de la protection pure avec le petit pare-brise. C'est vraiment le petit pare-brise. Mais je trouve qu'en fait la selle de la R est même plus confortable que la selle de la normale. La selle de la R est plus confortable, mais elle est plus haute, quoi. Oui. Et moi avec mes petites jambes à 880 mm, c'est un peu juste. C'est un peu juste, et quand on doit faire demi-tour dans un petit chemin, là c'est un peu chaud. D'accord. Par contre, bon, au niveau suspension, il n'y a pas photo. Ah là c'est magnifique, quoi. Ouais. Là, la suspension WP, là, elle marche vraiment super bien. Ça nivelle le terrain, c'est impressionnant, quoi. Donc, allez, tu destines la normale à qui? La normale, ce sera vraiment pour le gars qui a envie de faire un petit peu de off-road, mais vraiment léger, parce qu'elle est plus orientée vraiment en route, quoi. Les pneus, la suspension. Donc là, il ne faut pas trop sortir des sentiers battus, quoi. Ici, on peut se dire, je vais faire un tour au Maroc et je peux aller dans le sable. Là, je crois que c'est vraiment son terrain de prédilection. Ouais. Plutôt les grands espaces, parce que nos petites routes, ou nos petits chemins à donner, quand on l'a essayé avec Gérald aussi, on l'a trouvé peut-être un tout petit peu à l'étroit, la moto. Ouais, un petit peu à l'étroit, un petit peu lourde aussi pour nos petits chemins, quoi. Et Randy sur la Wallonia qui nous avait dit au Off-Road Light, il y a besoin de moi, c'était quand même assez rock'n'roll. On connaît l'aspect light de Randy, c'est pas toujours. Et là, avec les 200 kg de la R, c'était quand même un peu chaud, quoi. Mais le centre de gravité très bas avec le réservoir comme ça, c'est vraiment impressionnant, quoi. Tout à fait. Vraiment bien. Donc voilà, approuvé et validé les deux KTM 790. On se retrouve dans le courant de la saison pour d'autres essais. Et donc toi tu me dis qu'il y a déjà un client qui va être livré au mois de juin, mais c'est un peu avant tout le monde, ça. Oui, donc vu qu'il a commandé le premier, je pense en Belgique, il aura sa moto la première en Belgique. Écoute, on va voir comment on peut arranger les choses, mais j'aimerais être là au moment de la remise des clés de la première Ténéré, qui sera à mon avis la première Ténéré du territoire, et on viendra fêter ça avec toi. Pas de souci. Génial, super. Voici donc des motos, moi je vous conseille d'aller les essayer, que ce soit la YAM Ténéré évidemment quand elle sera disponible dans les showrooms, mais aussi les KTM 790 Adventure et Adventure R, qui sont vraiment des machines étonnantes, polyvalentes et franchement très 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 performantes. Cyril, ton activité, ce n'est pas que de la vente de motos, on l'a dit tout à l'heure, tu as aussi un atelier de montage de vente de pneus, voitures principalement, mais aussi du pneu moto. C'est bien ça. Donc, alors le pneu moto c'est un peu spécifique parce que j'ai un peu l'impression que c'est la course au prix avec Internet, non? Je me trompe? C'est un peu la course au prix. Ouais. Mais bon voilà, il faut essayer justement de se démarquer avec un service. D'accord. C'est là-dessus que tu viens en fait te poser parce que acheter un prix c'est bien beau, mais quand on se retrouve devant sa porte avec un camion qui a livré 2 pneus, après il faut les monter et
Tout ça pour gagner quelques euros, parce que les différences ne sont quand même pas énormes. Voilà, elles ne sont pas énormes, et puis aussi le conseil n'est pas là. Donc est-ce que c'est pour la bonne machine? Est-ce que ça va fonctionner parfaitement? Donc on n'a quand même que 2 roues. Tout à fait. Et 3 avec le Niken. 3 avec le Niken. Et c'est toujours mieux d'avoir un bon conseil d'un spécialiste pour ce genre de pneus. Oui. Ouais, tout à fait. Et alors évidemment, vu ton expérience tout-terrain et en compétition quand même d'un haut niveau, tu peux aussi évidemment conseiller les gens sur l'utilisation de leurs pneus. Est-ce qu'ils ont besoin en tout-terrain et en cross? Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Donc là, je peux vraiment désigner le bon choix de pneus qui va correspondre au terrain et aussi au pilotage du pilote. Ouais. Ça reste un marché où il y a quand même encore du monde, parce que malheureusement, on commence vraiment à devenir très très pauvre en termes de terrain pour s'entraîner, alors qu'on était la nation du motocross. Il n'y a pratiquement plus rien chez nous et tout le reste est illégal. Tout à fait. Donc là, ça devient compliqué. Donc des pneus, on en vend, mais en fonction de ce que les pilotes roulent. Et comme il n'y a plus de circuit, c'est quand même un marché qui diminue malheureusement. Qui diminue fortement. D'accord. Qui diminue fortement. Et puis l'Internet a vraiment usé beaucoup. Donc ça... Oui, ça reste compliqué. Maintenant, je crois que rien ne vaut les conseils d'un professionnel, rien ne vaut l'outillage de professionnel, l'équilibrage d'une roue, c'est très important sur une moto, un bon montage, une bonne pression. Et on a souvent entendu des gens qui se plaignent de leur moto parce que je perds l'avant ou la moto elle ondule. En fait, tout ça sont des mauvaises utilisations du pneumatique. Ce sont des mauvaises pressions, c'est rouler avec des pneus qui deviennent carrés. Et donc, aller chez un concessionnaire moto, aller chez un vendeur de pneus, ces gens sont de bons conseils et ils vous aideront à avoir une moto équilibrée qui correspond évidemment à votre style de pilotage, mais surtout qui vous permettra de rouler en toute sécurité. Donc les pneus, c'est évidemment un lien de sécurité avec le sol, c'est le sol que nous ayons en moto, mais la sécurité c'est très important. Et la sécurité en moto aussi, ça passe par l'équipement. Alors un des équipements évidemment incontournables du motard, c'est le casque évidemment. Donc je te propose de faire la connaissance de Michel Gillis. Alors Michel Gillis, c'est un téléspectateur qui a participé et gagné le concours laser du mois dernier. Et on va le découvrir lors de la remise du casque. Donc Michel, nous voilà. Michel Gillis, bonjour. Bonjour Thierry. Eh bien écoute, bravo, tu as gagné en fait le concours laser. Oui, c'est gentil, merci. Et d'abord, merci d'avoir participé. Il y avait un petit peu de recherche, je crois. Oui, effectivement, j'ai quand même dû farfouiller dans le site de la marque Laser pour trouver les réponses concernant notamment l'écran lumino-photochromique. Il y avait une petite subtilité à aller chercher, mais c'est le but du jeu. Et donc, effectivement, en fait, il y avait un petit piège dans le sens où on pouvait avoir des réponses valables entre 2010 et 2012 parce qu'il y avait des petites informations contradictoires. Donc, j'ai accepté évidemment les réponses entre 2010 et 2012, mais il fallait quand même la donner. Voilà. Donc évidemment, Michel, tu es motard. Oui. Tu roules sur quoi? Je roule sur BMW à l'heure actuelle. Oui. J'ai une 1200 GS Adventure liquide. D'accord, ok. Écoute, bienvenue au club. Oui, merci. On est nombreux à rouler sur ce type de machine. Oui, évidemment. Excellente machine, très polyvalente. C'est ma première GS, mais c'est pas ma première BMW parce que depuis 10 ans, mon épouse et moi, on roule en BMW tous les deux. Donc, vous roulez chacun sur une moto? Oui. Et ton épouse roule sur une 1200 RT. D'accord. C'est pas une moto typiquement féminine, mais elle a ses avantages effectivement en termes de protection et de confort. Et donc voilà. Et puis j'ai commencé ma carrière de motard il y a une vingtaine d'années, et donc j'ai commencé par du trail. J'ai eu les japonaises Kawa, Honda, Suzuki en trail. Puis je suis passé en 2009 chez BMW où j'ai roulé avec 2 RT. D'accord. Et puis depuis l'année dernière, j'ai la nouvelle, la GSA 1200 Aventure avant qu'elle ne passe en 1250. C'est une moto plaisir quand même. C'est une moto bonne à tout faire. C'est un peu le canif suisse, c'est ça. C'est le canif suisse du motard. Et donc, mais je ne sais pas si tu as vu l'émission du mois d'avril où je parlais du WR, c'est-à-dire les femmes à moto. Et donc tu me disais que la RT n'est pas spécialement une moto pour femmes. J'étais assez étonné de j'ai voir vu, il y en avait. Des femmes qui roulaient sur des RT, sur des Harley, sur des GS. Parce que la GS est quand même très haute. Et donc en général, elle pose des petits problèmes pour un petit
problèmes d'équilibre parce que c'est une moto qui a un centre de gravité assez haut, avec surtout l'Adventure avec son gros réservoir d'essence. Mais bon, voilà, les femmes s'en sortent très bien. Moi, j'ai résolu le problème de la hauteur en prenant une suspension basse d'origine. Donc, il y a des solutions techniques qui sont ouvertes à tous les gabarits. Je suis plus petit que vous et j'ai les jambes un peu courtes et donc il a fallu que je prenne une suspension basse. Mais c'est très plaisant. Michel, voilà le Laser Tango. Donc, casque jet, d'accord. Oui. Et ce casque, en fait, est muni, ici, on le voit, d'un écran fumé. Solaire, Casque d'été, très bien aéré, finition noir mat. On a un peu de chance, il est pile poil à ta taille. Hein. Heureusement. Voilà. Écoute, laser et évidemment, carter et piston, on est très content de te remettre ce casque. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec. Je remercie Laser aussi également. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur les routes un de ces jours. Ça ne saurait manquer. Apparemment, le hasard fait bien les choses. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait en termes de hasard. Merci Thierry, merci pour Michel. tout. Merci. Et à bientôt. De toute façon, dans toutes vos émissions, comme à chaque fois. Merci. Bon, eh bien, nous voici déjà au terme de cette émission Carter et Piston numéro 15. Cyril, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans tes installations. On va se revoir très bientôt parce que je veux être là à l'inauguration de tes nouveaux bâtiments, parce que c'est un événement en région liégeoise et on en est fiers, ça c'est une chose. On va se revoir à mon avis dans le courant du mois de juin parce que je vais venir t'emprunter ta Yamaha Niken pour faire un essai un peu particulier avec une personnalité incontournable de Liège et je n'en dis pas plus. On se retrouvera aussi dans le prochain numéro, évidemment, avec un sujet un peu voyage, où on va partir faire un essai avec la Triumph Scrambler 1200, avec la BMW 90 R719, avec la KTM 790 Duke et avec la Yamaha MT-07. On vous en dit plus. N'oubliez pas déjà, parce qu'on sera peut-être juste à cheval avec la sortie du Carter et Piston numéro 16, mais n'oubliez pas la manche de championnat du monde de trial qui aura lieu le dernier week-end du mois de juin à Comblain-au-Pont. Cette épreuve est déjà surnommée le Monaco du trial parce que l'ambiance y est toujours assez fantastique. On est dans un périmètre relativement restreint. Vous avez les pilotes à quelques mètres de vous. C'est un spectacle hallucinant. Allez-y. Également, préparez-vous déjà pour les Bikers Classiques. Les Bikers Classiques, c'est le premier week-end du mois de juillet, 5, 6, 7 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et là, au sein des Bikers Classiques, j'ai, comme d'habitude maintenant, la joie d'animer le Lifestyle Village où j'aurai l'occasion de vous voir. Venez nombreux, venez boire un verre, c'est l'occasion de discuter, de se voir, d'échanger et de pouvoir peut-être trouver des bons sujets d'émission pour le reste de l'année. Cyril, on va prendre congé. Je te souhaite de continuer aussi fort que tu l'as fait jusqu'à présent. Je crois que cette concession est le chaînon manquant et manquait vraiment dans le paysage liégeois depuis déjà pas mal de temps. Et donc c'est très bien pour les fans de la marque, c'est très bien pour les fans de Valentino. On prie évidemment pour qu'il aille chercher quelques victoires, mais je crois sincèrement que pour cette année, ça va être compliqué d'aller chercher le Marquez parce que c'est un sacré client quand même. Et donc voilà, on termine cette émission sur cette petite note qui n'est pas un regret, mais c'est la vie. Et donc je vous donne déjà rendez-vous fin du mois de juin pour le numéro suivant. Merci de liker, merci de continuer à envoyer vos messages, merci de continuer à être positif et surtout, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait